Eh bien, ça part en live. Ça y est, on y est le lundi 13 septembre. Il est 18h et 2 petites minutes de retard. Et on est là, je dis on, parce que j'ai encore un invité surprise que vous allez découvrir dans quelques instants. Attention, voilà, c'est parti. C'est magique. Aujourd'hui, on va parler d'un super sujet avec mon invité. On va parler de l'expérience client et de comment, finalement, on revient à ça, on revient à remettre un petit peu le client au centre de l'entreprise, alors qu'il n'aurait jamais dû le quitter, hein, mais on avait un petit peu perdu de vue parfois que finalement tout ce qu'on faisait, on le faisait pour le client et pas pour vendre nos produits, nos services, notre expertise, mais bien pour monsieur le client, monsieur le big boss qu'on avait la semaine dernière. Je vous ai dit que j'avais un super spécialiste de ça. Il a vraiment un regard intéressant sur le sujet et il va nous donner 3 clés sur comment, en fait, générer de la préférence, de la dépense et de la fidélisation qui sont finalement les 3 enjeux de cette expérience client. Alors, ça paraît tout bête, mais finalement, on va voir que ce n'est pas toujours si simple et puis ça n'a pas toujours été super évident. Mon invité, c'est un booster d'impact. Alors, il est génial parce qu'il est trilingue. Il parle donc 3 langues, logique, trilingue. Il parle le banquier et le comptable, ça se ressemble un petit peu. Ça veut dire qu'il va pouvoir vous aider à aller obtenir des financements auprès des banques, auprès des investisseurs. Il parle aussi le client. Donc, il va pouvoir vous aider sur le positionnement pour savoir effectivement qu'est-ce que le client veut. Et ça, c'est une part importante aussi de notre expérience client, d'être capable de l'écouter et de répondre à ce dont il a vraiment envie. Et puis, il parle un langage communication qui va permettre de créer du contact. Mon client, pas du tout mon client, mon partenaire, mon invité exceptionnel ce soir, il s'appelle Pierre Gérard, que je vous découvrais ici à l'écran, que je mets du bon côté, et qui a l'entreprise, l'agence Regard Mêlé. Bonsoir Pierre. Bonsoir Audrey. Et sais-tu d'ailleurs pourquoi ça s'appelle Regard Mêlé, en dehors du fait que j'ai des lunettes que tu louches? C'est ça. Peut-être à cause justement de ces 3 axes que tu es capable de nous développer. Je suis trilingue en fait. Voilà. T'es trilingue et je sais pas comment on peut dire, tri-yeux, tri-regard. Tri-regard, ça. Voilà. Merci de m'inviter sur ce sujet de l'expérience client parce que c'est quelque chose qui me passionne maintenant depuis plus de 10 ans. Et c'est à peu près au moment où ça a commencé en France de reparler d'expérience client. Oui, parce que raconte-nous, c'est tout récent. Oui, c'est récent. Les premières entreprises qui en ont parlé, ça a été en France vers 2005. D'accord. 2005, avec en particulier l'enseigne de bricolage Leroy Merlin, qui a créé la voix du client. C'est à partir des années 2007-2008, avec une personne qui faisait vraiment référence sur le sujet, qui s'appelle Maria Flamand. Et petit à petit, elle est rentrée dans les entreprises. Mais finalement, pourquoi, quand on parle d'expérience client, on ne parle que de l'échange commercial qui existe sur des produits ou des services. Et un échange commercial, l'échange commercial, ça n'a pas 15 ans, c'est vieux comme le monde. C'est d'abord un moment de relation qui est profondément ancré sur l'humain, sur notre humanité. Le fameux edge-to-edge dont on parle aujourd'hui, qui revient à la mode sur le human-to-human. Voilà. Et donc, effectivement, quand on parle d'expérience client, si on veut que les gens nous mémorisent, il faut aller regarder dans ce qui est ses besoins fondamentaux. Nos besoins fondamentaux, on a besoin d'être connus, on a besoin d'être compris. En tant que client, tu veux dire? En tant que client, mais même plus globalement. En tant que personne aussi, oui, peut-être. Besoin d'être protégé, human to human. Besoin d'être considéré, besoin d'être respecté et besoin d'être aimé. Et donc, l'échange commercial, ça nous concerne tous, qu'on soit entrepreneur, PME ou grande entreprise. Alors, pourquoi c'est revenu en France à partir des années 2005 ? Pour 3 choses. La première, on est sur un marché d'abondance. C'est-à-dire que qui qu'on soit, quelle que soit notre offre, quel que soit notre produit, quel que soit notre service, il y en a beaucoup qui le proposent. Donc il faut être préféré. Voilà. Il faut que le client ait envie de venir vers nous, qu'on devienne son chouchou. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, on l'a dit, l'échange commercial, c'est d'abord un échange d'humain à humain. Sauf que le libre-service, la digitalisation ont fait que le besoin humain, il a été minoré.
Alors, comment on fait la mémoire d'une personne quand on a moins d'humains qui rentrent en ligne de compte? On a moins de contact, en fait. On a moins de contact. Voilà. Et la troisième chose, c'est qu'effectivement, il y a eu une industrialisation de tous les procédés de vente, une optimisation qui fait que parfois on a diminué aussi le nombre de commerciaux en contact avec les clients, et la préoccupation du client était quand même un peu sortie des entreprises. Voilà. Alors ça paraît quand même fou, parce qu'effectivement, on se dit que le client, c'est quand même le cœur du développement de l'entreprise. On fait tout ça, tous ces produits pour les vendre, pour les proposer en tout cas à la vente, et donc trouver des clients. Et il y a un petit peu ce côté nombriliste finalement qui fait qu'on avait un peu oublié de s'intéresser aux clients en tant que personne, comme tu l'as très bien défini. Et effectivement, on a oublié de s'y adresser en tant que personne. Et en creux de l'expérience client, il y a la confiance. Ouais. Alors la confiance, c'est un mot valise, mais c'est la confiance que les personnes vont avoir dans un magasin. Ça peut être dans une marque, ça peut être dans un interlocuteur ou une interlocutrice. On a confiance dans la qualité des produits, dans les prix, dans les services, dans la volonté de satisfaire et d'anticiper le désir des clients, de lui offrir des offres promotionnelles qui soient les meilleures dans certains cas, mais de plus en plus, la confiance dans l'entreprise, avoir une approche plus vertueuse à l'égard des collaborateurs, de ses fournisseurs, de la société et de la planète. La confiance, c'est vraiment quelque chose qui a un agglomérat. Je sais que ça, c'est la confiance, c'est notre leitmotiv les lundis dans Ça part en live, parce que pour moi, les deux jambes, vraiment, et je le dis tous les lundis, mais les deux jambes de notre commercialisation, de la vente, d'une vente réussie, c'est inspirer confiance, donner envie. Inspirer confiance, donner envie. On est vraiment sur ces données-là, en fait, sur ces concepts-là. Et toi, tu le redis encore sur ce sujet de l'expérience client, toujours cette confiance qui est essentielle dans la relation humaine. Tout à fait. Avec deux niveaux. Une confiance minimum. Un peu, on pourrait l'appeler normative. Ça fait bien, des mots compliqués. Ça, c'était pour faire rire. Tu avais envie que je rie. Oui, c'est ça. C'est des normes sociales. C'est sûr que si au minimum on n'a pas sourire, bonjour, au revoir, merci. Comment ça s'appelle là, le SBAM. SBAM. Les vieux concepts qu'on a un petit peu oubliés, qu'on n'enseigne sourire, plus. Bonjour, au revoir, merci. Ou des normes sociales qui sont liées à une profession. Si tu es boulanger, et que ton pain n'est pas frais, il est clair que la confiance, c'est un must-have, un minimum. C'est vraiment le seuil minimum. Et après, on a un deuxième niveau, c'est un peu la confiance que j'appelle lâcher prise ou prise de risque. Quand on est, par exemple, pas hyper sûr de son choix, quand il s'agit d'acheter un produit compliqué, un ordinateur. Plus engageant que la baguette. Plus engageant que la baguette tous les jours. Et bien là, est-ce que je vais avoir un accueil et est-ce que je vais considérer que la personne prend en compte ce que je suis dans ma faiblesse, entre guillemets. Ça veut dire aussi que dans l'expérience client, il y a souvent un moment de vérité qui est fondamental, c'est quand ça ne se passe pas bien. Exact. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Mais ne pas se passer bien, c'est une chose. Toi, dans tes expériences clients, est-ce que tu en as une qui a fait ta mémoire? Parce qu'au final, l'important, c'est que tu t'en souviennes. Alors, oui, je veux juste réagir avant sur ce que tu disais sur quand ça se passe pas bien, parce que ça, c'est un concept qui est intéressant. Et après, promis, je réponds à ta question. Quand ça se passe pas bien, en fait, si ça se passe pas bien, mais que l'expérience client, elle n'est pas fichue à ce moment-là, c'est-à-dire que si on est capable de réagir et d'apporter une bonne solution aux problèmes qu'on a pu rencontrer, parce que des problèmes, ça arrive, c'est la vie, j'allais dire. Et bien finalement, le client à qui on a apporté une solution efficace va être plus fidèle que s'il n'avait pas rencontré de problème. Donc déjà, ça fait globalement, vraiment intégralement partie de l'expérience client, même quand il y a un défaut, un couac sur le chemin, parce que justement, ça peut être l'occasion de fidéliser quelqu'un en lui apportant une super solution. Alors, pour répondre à ta question, parce que j'avais promis, sur une expérience client qui m'a plu, j'ai repensé, quand tu m'as posé cette question-là, il y a 3 minutes, juste avant qu'on parte en live, j'ai repensé à une expérience au téléphone. Parce qu'au téléphone, je trouve que l'expérience client, c'est quand même complexe, et que souvent, moi, j'en ai pas rencontré souvent des bons. Et je me souviens l'année dernière du commercial, je peux le citer, il sera peut-être content s'il nous écoute, de chez Klaxon, là, une solution de logiciel en ligne,
qui a été super. C'est-à-dire que je lui ai dit, d'ailleurs, à la fin de l'entretien, je lui ai dit, vous savez, je suis aussi commerciale et je vous félicite pour cet entretien commercial parce que je me suis vraiment sentie comme une personne. Vous m'avez vraiment parlé à moi, Audrey, et pas comme un petit robot là qui suit, tu sais, le fameux chemin de fer qu'on entend très, très bien au téléphone. Et ça, j'ai trouvé ça formidable et j'ai acheté. et tu en fais la promotion. Et j'en fais la promotion aujourd'hui et je trouve qu'en plus l'outil est génial, mais aussi parce qu'il y a eu cette expérience client, parce que tu l'as dit, des fois on est sur des choses, on n'était pas sur la baguette à 1 euro, ça me coûtait un petit peu d'argent d'investir, j'étais pas sûre de vouloir y aller tout de suite, plus tard, etc. Et il m'a vraiment fait passer à l'action parce qu'il a eu ce super comportement de me poser des questions, de s'intéresser à mon activité, de savoir qu'est-ce que j'allais en faire. Enfin, tu vois, voilà, pas juste me dire c'est l'outil le plus génial de la Terre, vas-y, achète et moi, je toucherai ma commission. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu nous expliques à quel moment ça s'est passé dans finalement le processus de vente. On utilise un mot anglais, Customer Journey Map, ça fait bien, hein, quand tu es consultant, il faut toujours des mots en anglais, mais en fait, finalement, c'est le parcours client, qu'il soit en physique, en digital, et ce superbe mot qui est le Figital. Pas du tout. Ou le digi-physique, Figital, ça passe mieux quand même. Et en fait, quand on parle d'expérience client, souvent on arrive, je veux améliorer mon expérience client. So what? Ouais. Est-ce que il s'agit de faciliter et d'éclairer le choix avant l'achat? Est-ce que c'est faciliter le premier contact dans son accueil, dans ses renseignements, sur le point de vente, à distance, comme tu viens de l'expliquer? Est-ce que, si par exemple je suis en magasin, je facilite le repérage de l'offre? Est-ce que mes prix sont lisibles? Est-ce que je peux argumenter sur la qualité? Pendant très longtemps, l'hypermarché qui commence par un L, qui est près de chez nous, il mettait 45 millions d'étiquettes par an sur ses produits pour justement faire en sorte que les prix soient lisibles, qu'il n'y ait pas de contestation à la caisse et qu'en plus ça fasse de la pub quand on reprend le produit ou on n'a pas enlevé l'étiquette. Exact. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais il était à contre-courant et pourtant il y avait une vraie logique. Donc, comment on repère l'offre? Comment on propose des services qui font gagner du temps et qui simplifient la vie du client? Comment on joue sur l'expérience client, en tout cas comment on l'étonne? Comment on communique avec lui? Comment on l'écoute? Comment on dialogue? Comment on récompense la fidélité? Comment on suit les clients une fois qu'ils ont acheté? Alors, quand effectivement on est dans du produit de grande consommation ou sur lequel il y a une récurrence de vente, on n'est pas forcément dans du suivi après l'acte d'achat, mais moi j'ai travaillé 18 ans dans le monde bancaire. Une fois que vous avez pris votre prêt bancaire, en tout cas si vous avez la chance de pouvoir acheter votre résidence principale, vous allez avoir quelque chose qui va vous prendre 20 à 30% de votre reste à vivre pendant 10 à 20 ans. On ne va pas revenir tous les 6 mois. Non, on ne va pas revenir tous les 6 mois. Et pourtant, le jour où vous avez un autre besoin, comment est-ce qu'on vous a suivi? Est-ce qu'on vous a suivi au-delà de l'acte d'achat? Est-ce qu'on a continué à travailler la proximité ou l'implication entre la marque et les clients? Oui, puis cette relation de confiance, finalement, il faut la nourrir aussi. Tout à fait. Et donc, vous voyez, j'espère que vous avez vu quelles étaient les différentes étapes. Déjà, quand on se dit, cherche à faire quoi? D'accord, c'est avant l'achat, c'est le premier contact, c'est l'offre, c'est de l'expérience ou de la personnalisation. Ça permet déjà de commencer à s'ancrer sur quelque chose de plus concret. Là, on va plutôt chercher à attirer. Voilà. À ce moment-là. Donc là, on sait sur quel moment on est. Après, la question, il y a un croisement avec ces différents éléments. La question, c'est est-ce que ça me permet d'être le préféré, le chouchou? Est-ce que je travaille ma préférence? Est-ce que c'est quelque chose qui va m'engager à acheter plus? Aussi. Ou est-ce que c'est quelque chose qui va favoriser ma fidélité et mes achats réguliers? Oui, voilà. C'est acheter plus cher ou acheter plus en quantité ou acheter plus souvent aussi. C'est ça. Et si je me mets dans la peau d'un entrepreneur ou dans une petite entreprise, est-ce que j'écoute vraiment quand je suis avec la personne? Est-ce que mon commentaire est adapté? Et ça, c'est vraiment ta spécificité à toi, Audrey, de pouvoir accompagner les gens justement dans l'adaptation de leur argumentaire, dans l'écoute.
dans l'écoute, surtout, je pense que tu as prononcé un mot super important parce que là aussi, je prêche à chaque fois, mais j'entends encore assez souvent des gens me dire oh, j'ai un super commercial, là, c'est un nouveau, tu vas voir, il va déchirer tout, il a un super bagou. C'est bien d'avoir du bagou, c'est bien d'être à l'aise à l'oral, mais surtout, pour un commercial, il faut avoir des bonnes oreilles. Et par écrit ou par oral, dès le départ, on peut aussi à chaque fois revalider si on a bien compris ce que la personne nous a dit, reformulation, mais supposons que on éclôt l'entretien. Ai-je parfaitement répondu à votre demande? C'est au départ pas si facile que ça à exprimer. Ça marche aussi par écrit. Ai-je parfaitement répondu à votre demande? Au début, si on n'est pas sûr exactement de ce qu'on a fait, si on manque un peu de confiance en soi, on se dit mince, je vais me prendre une réflexion. En même temps, là aussi, tu vois, on revient sur ce que je disais tout à l'heure sur le fait de régler, entre guillemets, les problèmes ou les petits couacs qu'on peut avoir dans le parcours client. Plus on le sait tôt, plus on peut le régler et moins ça prend des proportions désastreuses pour l'entreprise. Et en plus, si on a donné cette possibilité à l'autre de s'exprimer, là, on gagne des points. Tout à fait. Parce qu'il n'est pas dans le je rumine dans mon coin et un jour ça éclate. Tu vois, on connaît bien, ça arrive. Eh bien, on est plutôt dans va poser une question, je vais lui répondre franchement, mais finalement, il limitera peut-être un peu plus les formes que si on ne lui avait pas demandé. Donc, finalement, on a tout intérêt à faire ça. Et là, on va créer de la préférence en faisant ça. Tout à fait. On va attirer. On va créer de la préférence. Voilà. Tout à l'heure, je vous parlais d'un magasin et du fait que le parking était propre. Quand je vois les réseaux sociaux professionnels où je peux accompagner d'ailleurs des entrepreneurs qui le souhaitent et que je vois leur profil et que je te remercie effectivement et que je vois leur profil et je me dis mais c'est dommage, le profil c'est votre enseigne, c'est mon enseigne. La mienne n'est pas forcément parfaite, mais si elle est sale, je vais aller la nettoyer. Je vais la soigner, je vais voir qu'on la voit, enfin faire en sorte qu'on la voit. Alors, il y a notre profil, et puis on en parle aussi régulièrement aussi, Pierre, c'est le comportement qu'on peut avoir sur ces réseaux sociaux, qui parfois est un peu hors sol, j'allais dire, c'est-à-dire que les gens se permettent des libertés sur les réseaux sociaux qui ne sont pas celles qu'on devrait avoir dans la vraie vie. C'est ça. Sur les réseaux sociaux professionnels, je suis surpris des discussions qui sont en train de monter. On n'est plus vraiment dans le professionnel et voilà, il faut peut-être faire attention parce que tout le monde va, entre guillemets, LinkedIn, enfin bref, googliser votre nom, c'est plus facile à dire, avant de faire quoi que ce soit. Donc voilà, comment on attire, comment on crée de la préférence, comment en facilitant l'accès aux informations, aux produits, à l'accueil, au renseignement, on donne envie, on donne envie de dépenser. Ma deuxième jambe, donner envie. Voilà, attirer, dépenser. Oui, mais attirer, c'est aussi d'inspirer confiance, tu vois, il y a aussi cette notion-là. Et la troisième chose, c'est fidéliser. Alors, la première chose, quand on fidélise, c'est de tenir ses promesses, de faire le taf. C'est mieux. Voilà. C'est la si on a vendu du vent, on est mal. La deuxième, c'est de faire en sorte que quand on adopte, c'est un grand mot, quand on adopte une conversation avec ses clients, et la conversation, elle se fait en face à face quand on a quelqu'un qui vient souvent, mais quand c'est des achats de moins réguliers, il y a plein de façons de garder le contact avec ses clients. Pas uniquement des enquêtes de satisfaction, ça peut être des implications quand on est en train de lancer quelque chose. Leur demander leur avis, ils aiment bien. Oui, ils aiment bien. Et c'est super utile pour nous de récupérer ces informations-là. Et c'est vrai que souvent, on n'ose pas parce qu'on se dit je vais pas aller les embêter ou je sais pas quoi avec ça, alors qu'en fait les clients adorent en fait qu'on les sollicite pour leur demander leur avis. On n'est pas en train de leur vendre quelque chose, c'est pour mieux préparer ce qu'on va leur vendre derrière, mais en tout cas ils ont cette considération apparente. Oui, tout à fait. Et en fait c'est aussi une façon de tester l'implication de ses clients. Parce que le taux de réponse veut dire l'implication des gens par rapport à ce que vous êtes et par rapport à ce que vous faites.
il est clair, il y a des métiers où ben, le taux d'implication il est faible, donc il faut en tenir compte. C'est peut-être d'autres actions qu'il faut mener, comme de la promotion ou des choses comme ça. Mais l'implication, c'est savoir quel est le niveau d'implication de ses clients avec son entreprise, c'est très intéressant. Et très souvent, l'entreprise a beaucoup plus de données qu'elle exploite pas. Enfin, elle a plein de données qu'elle exploite pas. Je suis toujours surpris. L'autre fois, on était sur une entreprise qui fait de l'isolation. Sur son fichier client, il y avait, 1 sur 25 qui avait une adresse mail à jour. Avec un opt-in. Ça, je pourrais en raconter plein des comme ça. Voilà. Même des gens forcément, qui existent si depuis le 30 mail ans. n'est pas forcément la façon qu'on utilise le plus souvent, mais il est clair que si on ne l'a pas, on va avoir beaucoup de mal à aller lui parler à notre client, lui raconter des choses. Voilà. Tu parlais aussi de promotion tout à l'heure, c'est l'épreuve d'amour dont on parlait avec Alain? Oui, l'épreuve d'amour. Alors là-dessus, en fait, j'ai 2 types de promotions et en fait, très souvent, on se dit il faut absolument que des promotions pour attirer les gens. Ouais, ça dépend ce qu'on appelle des promotions, mais toi, tu veux dire faire des remises? Oui. Alors ça, on n'est pas pour. Non, ni Alain, ni moi. Non, c'est-à-dire que c'est pas la meilleure attention qu'on puisse donner. Ça peut être une vente privée, ça peut être un produit qui n'existait pas, un service, ça peut être une invitation, une avant-première. Il y a une variété de choses à imaginer pour finalement reconnaître que vous êtes important pour la marque ou pour le commerçant. Voilà. Donc, moi, je pense que le client se sent plus valorisé quand on lui demande son avis, tu vois, que quand on lui dit je te fais 10% de remise, quoi. C'est pas pareil. Ça peut dépendre. Là-dessus, je n'ai pas de réponse toute faite. Je crois que ça dépend du produit, ça dépend du moment, ça dépend. Oui. Le risque, c'est de vouloir faire des scénarios tout faits. Oui, il existe des scénarios. L'important, c'est de trouver des scénarios qui correspondent à ce qu'on est. Toi, ta façon de fidéliser Audrey ne sera pas la même que la mienne, Pierre. Parce qu'on n'est pas, on est différents. Ça se voit d'ailleurs. Hein. On est très coléreux tous les deux, ceci dit. Voilà. Là, on a fait fort. Tu vois, en fait, il y a un ancrage dans les normes minimum du métier. Donc, qu'est-ce qui est attendu, le must-have quand on fait ce métier-là. Et après, il y a un ancrage dans ces singularités. Il y a juste un petit parallèle, c'est la musique. C'est en travaillant leur singularité que les musiciens touchent l'universel. C'est quand même incroyable. Hein non, mais c'est vrai. Voilà. Et donc, à méditer. Tu peux le dire, s'il te plaît, pour qu'on l'ancre? Si tu veux. C'est en cultivant sa singularité qu'un musicien peut toucher l'universel. Voilà. Donc, à la fois être tout le temps en veille de ce qui se passe pour son secteur, et ça bouge tout le temps. Savoir quelle est la norme minimum, se dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important pour son client. Ça s'observe beaucoup, ça peut se questionner, et pas avec un questionnaire de satisfaction où il faut mettre 9-10 pour avoir une prime de satisfaction. Oui, ça on en a parlé aussi quand on a préparé avec tous ces trucs un peu biaisés, comme les Uber où ils se font dégager sinon pas au moins 4,5 sur 5 et tout ça, où en fait ils faussent les enquêtes en exigeant presque une note à 5 pour qu'on ait pitié d'eux. Je veux dire, vous avez une piscine qui est froide. Vous pouvez trafiquer le thermomètre en le mettant sur le radiateur. Le jour où vous allez dedans, elle reste froide. Hein. Ça ne change pas le problème. Le résultat. S'alimenter, écouter, observer, mais finalement, c'est quand même la base d'un métier du commerce. C'est le métier de l'échange. En fait, l'expérience, c'est quand même au cœur de ce qui fait notre relation d'humain à humain, ce qui fait société. Et c'est sur ça qu'on va aller travailler pour finalement favoriser la préférence. Hein. Donc, j'ai envie plutôt qu'on aille chez moi pour mes services que chez d'autres. Qu'est-ce qui va me différencier? J'ai d'ailleurs plus envie qu'on dépense chez moi que chez les autres. Et je préfère que les gens reviennent parce garder mes clients, le coût d'achat ou le coût d'investissement pour gagner un client,
il est plus élevé que le coût d'entretien, si je puis me permettre ce mot horrible. Non, mais on l'a dit une fois aussi sur ça, en disant qu'en fait, ça coûte 8 à 10 fois moins cher de garder ses clients, de les fidéliser, plutôt que d'aller en chercher des nouveaux. Alors, si je résume un peu tout ce que tu nous as dit, Pierre, on a dit qu'en gros, pour attirer et, si possible, devenir le chouchou, il faut que j'écoute beaucoup, que je sois à l'écoute de mon marché, de mes clients, et qu'ils sentent compris, qui sentent que je m'intéresse à lui, en fait, c'est ça, hein, c'est simplement s'intéresser aux autres dans la vie, à distance, sur les réseaux sociaux, enfin dans toutes les interactions qu'on peut avoir avec notre cible. Pour qu'il dépense plus, je vais lui faciliter le travail, hein. Il faut qu'il ait des informations les plus faciles possibles, que en fait je lui qu'il n'ait pas, comment dire, j'en perds mes mots, mais en tout cas, qu'il se pose pas trop de questions. Que ce soit plus facile, en fait. Voilà, que ce soit plus facile. Hein, facilité, facile, voilà, quelques redondances sympathiques. Mais c'est vraiment ça le maître mot en même temps. C'est facile, facile, facile. Et puis, derrière, je vais tenir mes engagements pour le fidéliser. Et puis, je vais le récompenser, le remercier de sa fidélité par des attentions qui ne sont pas forcément que des remises, j'insiste là-dessus parce qu'on a tendance à faire des raccourcis. Et puis pour ça, pour savoir aussi ce qui l'intéresse autre que des remises, encore une fois, là, je vais aller chercher par du questionnaire de satisfaction, par des interactions que je vais avoir avec lui, formelles ou informelles, pour savoir qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui l'intéresse. Tout à fait. Il y a vraiment, pour conclure, si tu me permets, hein, je voudrais juste laisser sur deux choses. Qu'est-ce qui coche toutes les cases, hein, qui permettent d'être préféré, de dépenser et de fidéliser? C'est la personnalisation. Dès que vous personnalisez et que c'est une personnalisation qui est incarnée, il faut être aligné. Et là, on a le fameux waouh qu'on espère tous. C'est de se dire, voilà, c'est génial. Quand je vais chez Pierre, c'est génial. Waouh, je vais retourner chez lui, quoi. Voilà. Et la deuxième, c'est une forme de reconnaissance de la fidélité. On va dire récompenser la fidélité, mais reconnaître la fidélité par des éléments tangibles, éventuellement financiers, mais le fait de souhaiter un anniversaire ou le fait d'être là au bon moment pour le client, quand le client s'y attend pas, là, on est dans quelque chose qui est tangible aussi, même si ça ne s'ancre pas forcément sur quelque chose de sonnant et trébuchant. Voilà. Est-ce que... Audrey, j'ai répondu à tes questions. Ai-je parfaitement répondu à tes attentes? C'était parfait, Pierre, tu sais bien, comme d'habitude. Moi, je vous invite d'ailleurs, si vous avez envie de gagner en impact, si vous avez envie de comprendre comment justement faire que vous deveniez le chouchou, que les gens aient envie de dépenser chez vous, fidéliser, que vous sachiez comment communiquer parfaitement pour réussir tout ça et avoir cette personnalisation de l'expérience qui fait le waouh. Allez voir le profil LinkedIn de Pierre, parce qu'au passage, vous verrez qu'il est très fort en LinkedIn. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires, là, juste en dessous de la vidéo, comme ça. Ça va faciliter l'accès à l'information et ce sera bon pour le parcours client. Et puis, je suis sûre qu'il peut échanger avec vous, voilà, engager la conversation, n'hésitez pas. Et comme ça, vous pourrez avoir plein d'infos. Et moi, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver dans le groupe privé Entrepreneurs, les clés pour mieux vendre, où là aussi, vous avez des infos qui vous arrivent régulièrement et où vous pouvez aussi discuter, partager vos questions, vos envies, vos doutes, enfin tout ce que vous avez envie. Voilà, n'hésitez pas, vous parlez à Pierre, vous me parlez à moi et vous allez voir, on va vous donner plein d'astuces. En tout cas, on se retrouve lundi prochain pour le prochain Ça part en live et on vous souhaite une très très bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao.